Bienvenue dans l'épisode 32 de Capitaine au Capitaine, le podcast qui dissèque le leadership et vous aide à développer l'attitude capitaine. I am the captain of my soul. Mais que se passe-t-il dans les entreprises? On parle de burn-out, de guerre des talents, de désengagement. On dirait bien que le salarié lâche prise. En France, seulement 7% des travailleurs seraient pleinement engagés. Est-ce une fatalité? Doit-on se résigner? L'humain serait-il devenu paresseux au point de ne plus vouloir travailler? Ou bien serait-ce la faute des managers, devenus si toxiques qu'ils engendreraient stress et peur? Ou peut-être est-ce la conséquence d'un monde digitalisé qui nous prive de sens et nous imprime un rythme bien trop élevé? Et si ça venait de notre contexte, qui nous pousse à résoudre des problèmes toujours plus complexes? Alors nous aurions besoin de nous remettre en question et structurer des organisations capables de véritable coopération. Creusons ensemble cette possibilité et allons chercher ce dont l'humain a besoin pour faire société. Samantha Slade est anthropologue culturelle de formation. Elle a étudié les pratiques des groupes qui fonctionnent à la perfection. Après s'être infiltrée au Nicaragua en pleine révolution, elle cofonde Percolab au Québec pour mettre ses apprentissages en action. Auteure du livre Le leadership horizontal, elle nous raconte avec conviction comment sortir de nos modèles organisationnels convenus et prendre collectivement de meilleures décisions. Bye bye la verticalité hiérarchique et les invectives, découvrons les bons réflexes, les méthodes et les outils de la véritable intelligence collective. Bonjour Samantha Slade. Bonjour. Bienvenue au micro de Capitaine au Capitaine. On a eu le plaisir d'échanger pendant une petite heure ensemble et je dois dire que c'est vivifiant de t'écouter. Pas seulement parce que tu as un accent très sympathique, mais aussi pour le contenu de ce que tu proposes. Je l'ai dit en introduction et tu me corriges à n'importe quel moment, tu es anthropologue culturel de formation. Peut-être que tu nous diras un mot sur ce que ça veut dire, sur la nature de cette discipline. Et 89-90 par là, tu arrêtes tes recherches, tes études pour étudier comment se vivait la révolution au Nicaragua. Tu sentais qu'il se passait des choses de l'intérieur, que le peuple s'organisait dans cette révolution. Et tu pars, tu arrêtes tout pour aller vivre cette révolution de l'intérieur. Tu as été professeur, tu as travaillé, je crois, pour les institutions québécoises et tu es l'auteur du livre Going Horizontal, traduit en français par le leadership horizontal. Et tu es donc la fondatrice du cabinet de co-design et de co-création qui aide les structures à développer leur créativité, à sortir des modèles verticaux, hiérarchiques qu'on connaît très bien, pour plus de créativité et in fine avoir des collaborateurs plus engagés. Voilà. Est-ce que j'ai essayé de faire le tour, mais est-ce que tu veux corriger, préciser, ajouter quelque chose à cette présentation? Non, mais c'est très bien. Je ferais juste un moment d'arrêt sur le mot collaborer à la perfection. Euh, Parce que qu'est-ce que c'est la perfection? Je pense que dans ce qui est sous-jacent à tous ces différents moments de mon parcours, c'est de pouvoir accueillir ce qui est là et ce qui est vivant, puis être dans l'apprentissage continu. Donc, ça veut dire que si c'est ça la perfection, ça me va très bien. Bon, Mais être indulgent à soi-même, ça fait partie des transformations en profondeur. très bien. Merci pour la précision. Je t'avoue que ça m'a arrangé pour la rime, c'est tout. Et je ne t'aimerai pas sur la notion de perfection. Je voudrais commencer, Samantha, que l'on revienne un peu sur le constat que j'ai dressé en introduction. Alors, j'ai cité l'étude Gallup de 2023. Bon, moi, je ne suis pas un grand amateur de toutes ces études, etc. Mais je pense qu'on sent tous un peu dans notre entourage intuitivement qu'il y a cette forme de désengagement. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Alors, j'aime bien préciser de quoi on parle. Donc, j'ai été chercher la définition selon l'ANDRH, qui est l'Association nationale française des DRH, et qui précise donc que l'engagement, c'est l'ensemble des actions d'un salarié qui vont au-delà de la contribution demandée par le contrat de travail, qui renforce le sentiment de contribuer à un projet commun dans le respect des valeurs de l'entreprise. C'est un mot qui a remplacé le mot de motivation dans les bouquins de management. Dans les années 90, on parlait beaucoup de Mm. motivation.
Il fallait motiver ses salariés. Aujourd'hui, on cherche des Oui. salariés engagés. Je voulais simplement te demander un point de vue, quoi, toi, mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ces chiffres-là? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce désamour un petit peu du monde de l'entreprise? Hmm. Ben, mon analyse à moi, c'est qu'on est à la fin d'un paradigme. Et le paradigme qui domine dans notre société aujourd'hui, c'est un legs d'une vision du monde qui a créé les problèmes dans lesquels on se retrouve. Et dans ce paradigme-là, qu'on on se baigne tous les jours et dans lequel on était éduqué, puis dans lequel les structures organisationnelles se sont structurées, c'est un paradigme de séparation avec la nature. C'est un paradigme où j'essaie de te convaincre de penser comme moi. C'est un paradigme de individualisme où j'essaie de m'avancer moi-même. Et je mets ça en tension avec un autre paradigme. Puis ce paradigme-là, je le représente dans ma tête par un triangle, parce que en haut de ce paradigme-là, il y a l'être humain, souvent un homme, et en bas, on va trouver la nature qui est vue comme une ressource. Donc, il y a aussi une pensée un petit peu d'extraction qui est là-dedans. C'est sûr que dans ce paradigme-là, les humains, on essaie de se valoriser les uns et les autres, mais il y a comme une limite dans ce paradigme-là. Et l'autre paradigme qui est vraiment probablement plus en cohérence avec nos valeurs profondes à nous tous, c'est le paradigme, la vision du monde dans lequel on est en interconnexion entre les humains, avec la nature. On est dans une vision, un soin qui est plus collective. On voit que les relations, c'est la base, c'est pas juste quelque chose d'anecdotique à la fin de la journée. Et donc, moi, ma manière de voir le monde et les organisations en ce moment-ci, c'est que chacun de nous, on se retrouve au milieu de ces deux visions du monde. Dans un instant, on peut se retrouver, on va vers le triangle. Dans un autre moment, on peut se trouver qu'on va vers le cercle. Personne n'en parle trop. On a l'impression que c'est un peu schizophrénique, contradictoire, en manque de cohérence. On arrive difficilement à déconstruire ça et voir plus largement, systémiquement, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un peu mon analyse. Donc, le cœur des gens, les valeurs sont plus vers le cercle. Le legs organisationnel est plus vers le triangle. Puis, on vit un quotidien au milieu de tout ça sans s'en parler, sans s'arrêter là-dessus. Oui, je sens bien ce schisme interne qu'il peut y avoir chez Ouais. les individus, notamment chez les gens qui ont peut-être une quarantaine d'années, parce qu'ils se sont construits sur un modèle peut-être type triangle pyramide, on va dire, et ils ont conscience que peut-être autre chose est souhaitable, mais ils ont du mal à s'en détacher. C'est très difficile de remettre en question un modèle sur lequel on s'est soi-même construit, finalement. Oui. Et on est tous dans un processus de désapprendre et réapprendre individuellement, collectivement et aussi nos structures de nos organisations. Hmm. Et c'est peut-être ça qui explique, je crois qu'il y a toujours eu des fractures générationnelles de toute époque, mais j'ai l'impression que celle qu'on vit là avec les jeunes actifs, j'aime pas trop le terme de génération, parce qu'il est généralisant, mais avec les jeunes entrants sur le marché du travail, eux, ils arrivent avec une volonté, pas tous, hein, bien sûr, mais il y a une tendance pour vouloir aller chercher ce cercle dont tu parlais, quelque chose de plus cohérent, de plus inclusif au sens euh, voilà, que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, il y a un rejet, j'ai l'impression aussi, du monde de l'entreprise traditionnel. Et ça, c'est dur pour les organisations, pour les dirigeants, de l'entendre. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce contexte-là, quoi. Ben, c'est sûr que la jeune génération est plus exigeante sur l'alignement, la cohérence, euh, puis l'humanisme en général, puis peut être exigeant quand il y a des contradictions là-dessus. Mm. Et heureusement. Donc, toi, tu proposes autre chose. Enfin, toi, vous proposez autre chose, mais notamment sous ton impulsion. Quelle année vous avez cofondé Percolab?
En 2007, il y a 2007, 10 donc ouais, ans. Ouais. excellent. Ouais. Et explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, une structure, une organisation qui ne serait pas verticale, qui n'aurait pas vraiment de hiérarchie, de pyramide. Comment Percolab est structuré? C'est quoi votre Ben, je peux organigramme? partager la structure de Percolab, mais la structure de Percolab est un exemple. Et il faut pas penser que s'organiser en façon horizontale, il y a une façon de faire. Il y a des milliers de façons de faire, et on est juste en train de, au début, de les imaginer, de les expérimenter. Donc, quand on parle d'une organisation verticale, il y a des milliers de façons de s'organiser aussi. Donc, faut voir ça dans la richesse de la diversité, hein? C'est un état Donc, d'esprit en fait, quoi. oui, et qui peut prendre tellement de formes parce qu'on travaille avec le gouvernement fédéral par rapport à ça aussi. Puis jamais que ça va être une organisation horizontale, mais il y a des façons de faire ensemble qui peuvent venir de cette autre vision du monde, on peut dire. Donc, chez Percolab, nous, de façon très intentionnelle, on est un lab d'expérimentation, donc un lab de recherche appliquée. Donc, nous, de façon intentionnelle, on pousse très loin comment on peut être en horizontal pour comme labo de recherche appliquée. Donc, les exemples que je vais vous donner, c'est pas ça que je suis en train de dire que tout le monde doit faire, hein? Donc, d'abord, c'est sûr qu'on est organisé en rôle. Donc, quand on entre chez Percolab pendant la première année et demie, les gens, ils prennent le temps de juste se familiariser avec la structure qui est tellement différente. On a une réunion d'équipe à tous les lundis. Ça dure 2 heures, mais c'est tellement pas comme une réunion d'équipe habituelle. On a 3 sièges d'invités à chaque semaine. Donc, on fait notre travail avec des invités qui passent parce que on veut partager notre façon de faire. Et c'est aussi un tremplin de recrutement pour nous aussi. Dans cette réunion d'équipe, qui est un microcosme du fonctionnement plus large, il y a des rôles dedans. Donc, quelqu'un peut décider d'être le gardien du flow de la rencontre, donc de passer d'un point à l'autre. Quelqu'un peut être ce qu'on appelle l'ange du temps, pour prendre soin du temps, se mettre en coéquipier avec la personne qui a un point. Toute personne peut apporter un point dans l'ordre du jour, mais doit euh, auto-attribuer une durée du temps collectif. Donc, on est tout de suite dans la conscience de la contrainte collective, puis moi, en individu, je prends combien. Fait qu'on met les gens dans cette conscience, puis cette autonomie, même dans la réunion d'équipe. Donc, un jeune interne qui arrive chez Percolab entre dans une réunion d'équipe, on va l'encourager à mettre un point à l'ordre du jour tout de suite, de l'animer de la façon la plus créative qu'on le souhaite. Donc, comment on voudrait qu'une réunion d'équipe se passe, ben, anime votre point de cette façon-là. Vous êtes dans votre autonomie. Et les coéquipiers, nous, on se présente comme dans une pratique de bons participants. Donc, si on a un collègue qui expérimente quelque chose dans la réunion d'équipe, on va le soutenir dans l'expérimentation, on va lui donner la reconnaissance et la rétroaction appréciative par après. Donc, la réunion d'équipe est à la fois une place d'autonomie, de responsabilité de partager, de co-apprentissage, d'expérimentation, tout ça dans une 2 heures où on est en même temps en train d'avancer sur des questions de opérationnelles, gestion, etc. Donc ça, c'est le microcosme, puis plus largement, la structure, c'est la même chose. Donc, on a chacun des rôles. Moi, j'ai 2 rôles dans l'organisation de l'entreprise ou de l'équipe, et puis d'autres personnes ont des rôles, puis on se les passe en rotation, mais sans obligation, toujours dans l'intention de prendre soin de l'entreprise. Hmm. Au niveau tout est organisé en transparence, incluant nos salaires. Et on a comme mis à l'envers tout le rapport avec l'argent qui, si on le prend l'argent dans le triangle, c'est que je voudrais en avoir plus, je ne partage pas les détails. Ici, on est dans l'idée de bienveillance et transparence autour de l'argent. C'est quand même assez radical comme notion. Hmm. Et donc, les budgets des projets
sont partagés avec on a un protocole qui est compensation par conversation. Nos décisions sont prises par consentement avec un processus qui s'appelle un processus génératif de prise de décision. Tout le monde connaît le protocole, ça prend quelques réunions d'équipe, puis on se sent plus à l'aise dedans. C'est sûr que les premières réunions, les gens, ils ont des grands yeux, sont qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais au bout de quelques mois, c'est comme, ça devient comme, pour nous, c'est la culture normale où chacun est encouragé à écouter son élan, à faire des propositions, à essayer des choses, puis à proposer des choses avec une prise de décision par consentement. Et donc, ça, c'est vraiment ça donne une atmosphère collective qui est très différente. Hein? Mhm. De quelqu'un qui gère une réunion, puis les gens sont de chacun à leur ordinateur en train de regarder ailleurs, distraits, désengagés. Ouais. Fait que pour moi, je vois la réunion d'équipe, si ça c'est un espace où il y a engagement, responsabilité partagée, puis vie, ben en général, ça veut dire c'est ça dans l'organisation. Il y a une phrase que tu as eue dans une autre émission et que j'ai adorée, que je me suis notée, c'est la plupart des cultures considèrent que l'humain ne veut pas être là où il est et que sans contrôle, sans pression, il n'obéira pas. J'ai l'impression que c'est ce qui fait la différence fondamentale entre au-delà d'un organigramme ou de ce type de réunion, c'est l'état d'esprit souhaité, général, qui part du principe, qui part de l'hypothèse que les gens ont envie de faire du bon travail, en fait, par eux-mêmes. Oui, ben, dès qu'une entreprise ou une organisation a une intention qui fait sens, ben, on peut, à partir de ce moment-là, faire confiance que les gens sont en connexion avec ce sens qui est au cœur de l'organisation et tout peut s'organiser en cohérence avec cette intention avec laquelle on a une connexion. Mais ça prend quand même du temps. C'est une pratique de déconstruire cette idée que si je ne contrôle pas l'autre, il va faire des choses contre l'organisation. Mais c'est tellement au contraire, les gens, ils veulent contribuer. Ils vont peut-être vouloir contribuer d'une façon différente que je souhaite ou que j'aimerais ou que je serais à l'aise ou que je ferais moi-même. Et tant mieux. Hein? Et donc, je pense que moi, le chemin que j'avais à vivre là-dedans, parce que moi, j'étais co-directrice au début, puis on a navigué avec un système informel on voulait que les gens ils fonctionnent en horizontalité au début. Mais ce qu'on a appris, c'était qu'on ne peut pas juste le dire, il faut construire des structures à partir de cette autre vision du monde. Donc, avoir des rôles structurés, avoir des protocoles de rencontre, avoir des protocoles de prise de décision par consentement. Là, c'est une culture structurée avec des façons de faire qui sont partagées, sont connues par tout le monde, avec un langage commun dans lequel ça nous tient la durée du temps on se réorganise intérieurement de chacun pour commencer à avoir plus de confiance les uns aux autres. Alors, justement, tu as mentionné un certain nombre d'éléments là pour que ce soit clair pour les auditeurs et auditrices. Il y a 7 leviers que tu décris dans ton livre, Oui. notamment, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais cette approche, on va dire. 7 leviers pour une culture horizontale qui sont particulièrement importants. Je ne sais pas s'il y a un ordre, mais en tout cas, tu as nommé l'intention, hein. Des fois, on parle de purpose en anglais, cette notion de sens. Je pense que c'est peut-être la chose à définir en premier lieu, c'est-à-dire le projet commun. Et puis, il y a l'autonomie, je les cite tous et puis on les développera ensemble. L'autonomie, les réunions, la transparence, les décisions, l'apprentissage et relations et conflits. Je suis une société, je ne sais pas, je suis un dirigeant d'entreprise ou en tout cas un cadre avec de hautes responsabilités. Je suis sensible à ton discours, je fais le constat qu'on doit imprégné d'autres modèles. Par où on commence? Parce que si je te dis ça, je prends juste quelques instants supplémentaires pour compléter ma question.
Je crois qu'il y a 70% des entreprises du CAC 40, donc les plus grosses entreprises françaises, enfin voilà, de la bourse, qui ont une raison d'être. Donc sur le papier, tout est là. Mais ça vient souvent en conflit avec cette idée de performance financière, court-termiste. Et ça, bah, c'est souvent ce qui détruit cette intention-là. Donc, comment on fait pour remettre cette intention au cœur du projet réellement? Ben, quand on parle d'intention, moi, je veux juste clarifier que c'est pas juste la raison d'être de l'entreprise et c'est pas juste l'intention du projet commun. C'est une pratique quotidienne à tous les niveaux. Puis là, j'y vais en micro. Dans une réunion, je mets un point à l'ordre du jour. Quelle est l'intention de ce point? C'est simple. Si moi je dis que je veux avoir une réunion de jour sur la formation aux États-Unis, les gens, ils ne savent pas, je suis en train de demander du budget, je suis en train d'inviter du monde, c'est pas clair. Fait que quand on met des sujets, chacun est dans son interprétation individuelle, puis comme on est dans la richesse de la différence des humains, ben, ils vont être très différentes, ces interprétations. Donc, l'intention comme pratique, c'est simplement de dire, ben, en fait, l'intention de ce point de 20 minutes, c'est de clarifier ensemble ou de co-créer ou d'avoir la rétroaction sur l'idée de ce que je vais faire, ou c'est un point d'information, ou on a besoin de prendre une décision ensemble. Clarifier cette intention, ça veut dire que tout le monde respire, on arrête de projeter sur les uns des autres, on déconstruit les micro-tensions et on est en train de travailler de façon efficace sur la même chose rapidement. Je donne ça comme un tout petit micro-exemple de intention claire, travail efficace et productif. On a l'impression que quand on fait horizontal, c'est plus long, c'est moins efficace. En fait, c'est plus efficace. Tout le monde est épuisé avec le modèle actuel parce qu'il y a énormément d'espace d'inefficacité dedans. Pensez qu'une personne sait ce qui est bien pour les autres. Imaginez ce que la personne dit dans sa tête par rapport à une intention. Il y a tellement de choses qui créent des frustrations, puis on n'a même pas de protocole ou d'espace ou de pratique où on peut prendre une frustration et la transformer dans une proposition simple, saine et productive qui, de façon proactive, règle cette tension. Hmm. Et donc, moi, quand je pense à ça, je pense simplement qu'on on prend vraiment comme un réunion, comme un microcosme de ce qu'on essaie de créer dans une équipe ou dans une division ou dans une organisation. Si on le regarde puis on dit, est-ce que c'est productif et vivant? Est-ce que les gens sortent de cette réunion engagés? Sinon, commencez à le déconstruire, puis commencez à expérimenter des choses. Il n'y a rien à perdre. En général, les gens sont désengagés dans une réunion, ils sont désengagés dans l'organisation, hein? Puis c'est très peu de risques à expérimenter des choses dans une réunion. Puis si on prend cette idée, ce deuxième levier d'autonomie, l'autonomie va venir quand les gens, ils vont sentir que il y a un truc que j'aime pas. On dit, qu'est-ce que vous voudriez mettre dans l'ordre du jour pour qu'on avance sur ce point-là qui est important pour vous? Et donc, on transforme quelque chose qui est une frustration dans un mouvement qui est collectif. Et puis là, c'est à quelque part, la personne va l'emmener, puis on va faire en sorte que on va mettre une contrainte autour du temps. La personne est capable de autodéterminer. Puis c'est pas la première fois peut-être il va dire je veux faire un point de 20 minutes puis ça va durer 40. Non, il faut lui donner 3 fois de pratique pour développer la aisance puis de peaufiner ça. Hmm. Fait que je trouve qu'il y a tout ça dedans, c'est que quand on fait intention avec autonomie, puis cette idée d'un espace de pratique où on peut affiner une autre façon de faire, donc on ajoute une culture d'apprentissage appréciative, puis bienveillant.
ben là, on est dans l'hyper productivité et performance, en fait. Mm. Ce que j'aime bien dans cette approche notamment et dans cette grille de lecture que tu nous proposes, c'est que bah, c'est à la portée de tous, indépendamment de notre rôle, nos fonctions et notre influence hiérarchique. Puisque j'aime bien cette idée de dire, bah, finalement, toute réunion est un microcosme du projet commun et donner du sens, ce n'est pas la responsabilité unique d'un ou d'une leader qui serait en haut de la pyramide, mais ce sont nos comportements au quotidien. Et revenir sur l'intention, j'aime bien ce fait que l'intention, le purpose, c'est pas juste la raison d'être et une phrase marketing, mais c'est se reconnecter au pourquoi, j'allais dire presque en deux mots, pourquoi Ouais, on fait ouais. ça, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je vois énormément. Et puis la deuxième idée, et tu l'as déjà un peu évoqué, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rend plus fou dans une entreprise quand tu es tenu responsable pour pour l'atteinte d'objectifs sur lesquels tu n'as aucun moyen d'action. La deuxième grande frustration que je croise au quotidien, c'est celle-ci, c'est-à-dire on va te demander des comptes à la fin pour l'atteinte de tel et tel résultat, mais tu ne peux pas décider du calendrier, de la ressource, de qui tu... Voilà. Et cette idée d'autonomie, c'est vraiment ne pas déléguer de tâches, mais déléguer du pouvoir de décision. Voilà, c'est un peu l'autre apprentissage que j'ai aussi dans mes observations. Tu partages ça? Oui, ben, moi, je pense que c'est pour ça que moi, je mets intention et autonomie comme les deux premiers leviers de, je veux pas dire d'une culture horizontale, mais vraiment une, d'une transformation de vision du monde. Hmm. Hein? C'est vraiment une base. Ça commence là. Puis on n'a pas l'habitude de rendre explicite l'intention de quelque chose qu'on fait, de le mettre explicite puis de le nommer. Et on n'a pas non plus l'habitude d'inviter quelqu'un à le clarifier. Moi, je peux être dans une rencontre, puis à un moment donné, tout le monde parle, puis on sent la frustration. Mais chez nous, la réflexe, c'est même pas de moi, de n'importe qui de l'équipe, respirer, puis dire, qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Fait qu'on va juste, c'est pas la blâme, c'est pas la critique, c'est que je note que on n'est pas aligné sur ce qu'on fait, on peut juste clarifier, puis on se tourne à la personne, pas à la hiérarchie. C'est la personne qui a porté le point. Parce que cette personne-là est la source de l'intention. Et donc, on va à la source de l'intention, on dit, qu'est-ce qu'on cherche à faire là? La personne dit, ben, on fait ceci et pas cela. Hmm. Ah! Et là, on se réaligne. Ok. C'est tellement une pratique de le nommer pour soi ou d'aider dans un moment collectif de le nommer que quand je travaille avec des organisations et je le modélise, et ils se rendent compte assez rapidement que on a, pour une raison ou une autre, commencé à négliger ça, comme si tout le monde est supposé lire dans la tête les uns des autres. Hmm. Alors, tu as parlé Et des réunions. ouais. Il y a une notion sur laquelle je trouve les Québécois sont bien en avance par rapport à nous dans cette réflexion, c'est sur les rituels et les rites de passage. Je fais le distinguo entre les deux parce que c'est pas tout à fait pareil. Vous, vous avez des rituels d'entrée, enfin, d'ouverture et de clôture de réunion. Tu Oui. en as déjà un peu parlé à demi-mot. Est-ce que vous avez aussi des... Enfin, c'est une double question, hein, tu peux y répondre en deux temps. Et ça m'intéresse aussi de savoir si vous avez des rites de passage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'onboarding, c'est-à-dire de l'intégration des nouvelles recrues, par exemple. Et on a besoin, l'être humain a besoin pour aider, favoriser une transition efficace de symboles, c'est-à-dire quand on te remet ta carte de visite, par exemple, devant le reste des employés, c'est symbolique, mais ça veut dire tu fais partie des nôtres. Quel type de rite de passage vous avez aussi pour renforcer cette idée de culture commune? Donc, je vais répondre avec la réunion puis avec l'organisation. Donc, dans une réunion, nous, on va commencer systématiquement avec une rite de entrer dans la réunion parce que ça nous aide à nous connecter à nous-mêmes, donc nous ancrer. Ça nous aide à nous connecter les uns aux les autres, donc les relations.
et se voir comme humains au-delà de nos différences d'avis. Et ça nous aide à nous connecter avec l'intention de la rencontre. Donc, ces choses-là, ça fait partie d'un petit rituel au début de chaque rencontre qui peut prendre 2 minutes, 10 minutes. J'en ai même vu dans une réunion de 1 heure, on a pris 40 minutes pour notre rituel d'accueil parce qu'on était dans une zone de frustration et conflit. Et ces 40 minutes fait que les points ont été très vite par après. Même chose pour clôturer une rencontre. On ne va pas juste partir comme ça. On prend un moment pour comment on l'a vécu. Donc, ouvrir et fermer. C'est exactement la même chose quand quelqu'un entre dans l'organisation. Donc, Juste avant de passer là-dessus, ça m'intéresse, c'est-à-dire que ça fait partie, est-ce que ça fait partie des rôles tournants, c'est-à-dire il y a un garant ou une garante du rituel d'ouverture-fermeture qui prend l'initiative? Comment ça se passe? nous, on travaille beaucoup avec cette idée d'élan. Donc, s'écouter, c'est pas faire des choses parce qu'on doit les faire, mais c'est parce qu'on peut être en connexion avec quelque chose. Donc, le plus qu'on est en adéquation avec le contexte, qu'est-ce qui se passe, le mieux va être les rituels. Donc, dans une réunion d'équipe, la personne qui tient la rencontre, le flow de la rencontre, peut-être a un rituel d'accueil pour tout le monde, puis qui va aller de son élan et l'offrir. Puis s'il n'a pas, il va reconnaître qu'il n'a pas, puis il va juste dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour faire notre check-in aujourd'hui? C'est pas Donc, forcément parce que nous, tu sais, on pratique des fois les icebreakers. C'est pas non. forcément ça. Ça peut être juste une question, c'est ça? C'est l'art du ressenti, c'est qu'on voit que quelque chose qui se passe. Donc, ça peut être qu'est-ce que j'ai besoin de laisser à la porte pour être pleinement présent aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a de l'agitation dans l'espace. On peut juste dire dessinons une ligne qui explique notre journée, puis chacun le partage. C'est un moment d'accueillir les uns et les autres, puis ça peut être une réunion qui est sur un projet où il y a de la grogne, puis ça peut être quel est un élément euh, que j'apprécie dans ce projet, puisque ça nous aide à shifter de posture avant de commencer la réunion. Donc, de se connecter quand même avec les éléments positifs au lieu de garder le focus sur la critique. Tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que ça crée des conditions pour du travail fluide et efficace. Très bien. Et je t'ai interrompu Donc, pour les oui, rituels. non, mais la règle, c'est simplement, c'est un principe, c'est qu'il faut pas que ça soit la même chose. C'est en Oui, oui. connexion avec Pas que le ça devienne contexte routinier. qui change à tous les jours. Le plus qu'on peut dans le ressenti de ça, le mieux que ça va fonctionner. Encore une fois, c'est une pratique, hein? Ça prend Et un avant que tu moment. parles des rites de passage, je suis désolé, j'ai plein de questions qui me viennent du coup, parce que j'ai un vécu aussi de tentatives d'équipes, par exemple, qui cherchaient à faire ces prises d'initiative. Et puis le constat, c'était de dire, ah, c'est lassant parce que c'est toujours les mêmes qui prenaient les initiatives, qui faisaient les efforts. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? C'est OK que Mais ce soit toujours le même. à partir du moment que on est dans, est-ce que quelqu'un ressent euh, un check-in qui fait sens pour nous en ce moment-ci? Donc, c'est presque comme un rappel que c'est du ressenti, c'est en contexte de ce moment. Est-ce que quelqu'un a un élan? Puis en général, ça va aller chacun. Puis, si quelqu'un ne fait pas de check-in, moi, je vais aller pratiquer avec la personne un petit peu pour que la personne trouve son aisance avec ça. Mais c'est pas juste dans la réunion d'équipe, on le fait. Même si on se rencontre à deux, on fait un check-in tout de suite. C'est vraiment ce rituel et partout, tous les jours. Je peux faire des check-ins 10 fois dans une journée, hein. Check-in, check-out. J'aime bien aussi parce que tu disais que vous essayez de pratiquer votre lien au silence aussi, parce que des fois, quand on va poser ces questions-là, bah, il faut aller chercher la réponse un petit peu à l'intérieur pour avoir une vraie réponse, une réponse profonde. En général, on ne s'autorisait pas assez les silences. Ben, le milieu du travail a comme eu la confusion que être toujours en mouvement, en frénésie, c'est productif. Puis quand on est en silence, c'est pas productif. Ça, il faut le déconstruire, hein.
Quand on est connecté puis on s'écoute, on va avoir des contributions qui sont plus posées, sont plus intentionnelles. On va avoir une capacité d'écoute les uns et les autres qui fait que la qualité des échanges va augmenter. Donc, développer la capacité d'accueillir le silence, c'est essentiel pour avoir cette qualité d'échange. Sinon, on est en train de se couper les uns des autres, puis on se fait des petites micro-violences que plus personne veut parler. Et que faire ça, c'est assez simple, hein? C'est juste dire, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour un check-in aujourd'hui? Les invités arrivent, je les vois parce que nous, on est à l'aise, parce que quand on pose cette question, tout le monde de l'équipe fait comme un moment d'introspection avant de parler, donc ça prend 2, 3 secondes. Les invités sont déjà un peu inconfortables, genre, qu'est-ce que personne parle? C'est quoi qui se passe? Mais en fait, c'est vraiment notre qualité d'introspection. Puis là, quelqu'un va dire, oui, moi j'en ai un. Puis il va le prendre. Et là, on voit qu'il y a la qualité, il y a une connexion avec. Super, C'est simple, mais tellement important. c'est vrai. Du coup, je te laisse Ouais. répondre maintenant sur les rites de passage, puisque je t'ai interrompu plusieurs Alors, fois. les rites de passage, c'est intéressant. C'est que, donc déjà, nous, il n'y a personne qui rentre dans l'organisation sans avoir vécu 2, 3 rencontres avec nous. Parce qu'on dit, ça, c'est le microcosme de notre culture. Ça va vous rendre inconfortable, les réunions d'équipe, parce qu'il y a d'autres protocoles, d'autres façons de faire. Si ça vous inspire, donc on est un match. Sinon, vous êtes allergique à ça, ben, on n'est pas un match. Donc, on prend un moment quand même dans la vraie, de moment d'échange dans la culture pour confirmer si on a, on a un potentiel d'être un match. Après ça, euh, la personne va aller en mode exploration pour cette période où on se fréquente pour les rencontres et tout ça. Puis là, on dit, on va marquer que oui, je vais entrer dans l'entreprise. Cette personne-là, on l'invite à nous exprimer pourquoi elle souhaite entrer dans l'équipe ou l'organisation avec la forme que ça les tente. Donc, ça peut être un lettre conventionnel, ça peut être un poème, une œuvre artistique, une vidéo. Et c'est justement, c'est le moment où la personne voit que personne va me dicter le quoi. On dit l'intention, c'est qu'on veut entendre votre élan, on veut entendre votre contribution, on veut entendre vos forces que vous voulez mettre dans la contribution dans l'entreprise. On veut entendre comment vous voudriez le faire cheminer, l'entreprise. Tout ça, on veut l'entendre de la façon que ça vous tente. Donc, on est dans intention et autonomie. Quand la personne en reçoit ça, nous, on prend une décision collective par rapport à la personne. Mais nous, comme équipe, l'équipe dans laquelle la personne va intégrer, on est obligé, c'est vraiment une obligation, de exprimer par écrit quelque chose qui nous inspire de cette personne qui va rentrer et une préoccupation. Inspiration, préoccupation. Et on dit que c'est de la projection parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais c'est en nous, donc on est mieux de les mettre à plat pour dire. Puis on met ça dans une Google Doc tout ensemble. Quand la personne signe son contrat, le premier rituel qu'on a, c'est lui donner accès à ce document. Et donc, il voit Nominatif, qui vraiment est tout. transparent, c'est nominatif, c'est pas anonyme, on est d'accord. Ah oui, 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 oui. Et puis c'est transparence. Puis donc la personne voit la projection que l'équipe fait sur elle tout de suite. C'est un acte de dire que chez nous, on va être en transparence. Chez nous, on se donne une rétroaction. Chez nous, on se connecte avec ce qu'on pense, puis on partage, puis on s'ajuste ensemble en allant de l'avant. Et après ça, il y a un rituel de célébration avec la personne. Et là, on joue un jeu. Puis c'est vraiment un jeu qui est très rigolo. Puis c'est un jeu où il y a des gagnants et perdants parce qu'on dit des fois, faut être dans la culture. Il faut aussi avoir une capacité d'être dans la culture compétitive. On rit beaucoup dans ces rituels de célébration. Et dedans, on fait semblant d'être la personne.
Et la personne choisit une question qu'on a pour elle. Quel est mon projet de rêve chez Percolab? Quelle est mon expérience de vie qui m'a fait plus grandir? Fait, la personne choisit une question avec laquelle on joue, puis on fait semblant tous d'être la personne et de parler au nom de cette personne-là, et la personne va choisir un gagnant. C'est vraiment comme rigolo, comme activité d'accueil de la personne. Fait que ça, c'est comme ça qu'une personne rentre. Quand la personne part, parce qu'on n'est pas une famille, on est une entreprise, des gens ont des vies, des projets, c'est tout à fait normal. On fait un cercle de clôture qu'on appelle, nous, un cercle de gratitude. Et donc, c'est un moment où on va un peu comme ensemble en cercle, exprimer quelque chose pour laquelle on a gratitude de passage de cette personne avec nous. Puis la personne va aussi partager sa gratitude, quelque chose pour laquelle elle a une gratitude de l'expérience ensemble. Ce que ça fait, l'intention du set de gratitude, c'est de dire, on va pas rester ensemble pour la vie, mais on prend soin de nos relations. On veut que quand les personnes quittent, on a bien fait de ça si on reste en relation. Il y a une notion aussi qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais, c'est que on sait qu'on a une culture forte quand les personnes à l'intérieur de l'organisation voit quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation et qui dit, tiens, je verrais bien cette personne chez nous. C'est-à-dire que intuitivement, sans qu'il y ait de grille de critères, on se reconnaît, se disait, tiens, je pense qu'elle fitterait bien avec nous, elle matcherait bien avec nous. Et ça passe aussi par ces rituels de créer ces moments forts, je crois, et qui nous manquent aujourd'hui dans la plupart des organisations. Dans cette notion de relation aussi, de transparence. Il y a cette notion de feedback que tu appelles le feedback triple A. Donc, c'est pour apprécier, amplifier, ajuster. Je voudrais que tu nous en dises deux mots. J'ai lu sur le sujet, mais voilà, ça m'intéresse d'avoir ton opinion sur ce feedback triple A. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Ben, l'amélioration de contenu, c'est la base de la vie organisationnelle, hein, à tous les niveaux, hein. Fait que, imagine que je vais aller faire une intervention chez un client avec deux, trois collègues. Dès qu'on rentre dans la voiture, puis on commence à rentrer chez nous en équipe où on se retrouve, on dit, quelqu'un va dire, Hey, est-ce que vous pouvez me faire un triple A sur comment j'ai facilité la rencontre aujourd'hui? Donc, c'est quelque chose qu'on invite et on se sent en sécurité pour l'inviter parce qu'on connaît la culture qui est, la base est appréciative. L'intention de cette rétroaction, c'est de l'aider la personne à, euh, à être encore mieux par rapport pour l'avenir. Donc, on va aller donner un exemple spécifique de quelque chose qu'on a apprécié si c'est moi qui l'invite, on va me donner quelque chose de spécifique qu'ils ont apprécié dans ma facilitation. On va me donner quelque chose qui était présent, mais qui aurait pu en avoir plus. Ça aurait été encore mieux si, je sais pas, on avait eu, on était dehors, puis on a marché, puis on a eu de l'air frais, mais on a juste fait pendant 15 minutes. On va me dire, Sam, on était dans un lieu de retraite de nature, on aurait pu faire ça pendant quelques heures, donc on aurait pu amplifier. Tu pourrais amplifier cet élan que tu as pour aller dehors. Donc, en même temps, on est en train de me reconnaître que j'ai eu l'élan, que je l'ai fait, mais de le faire davantage, encore plus. Puis le troisième, c'est un ajustement. Bon, ça peut être comme dans tel moment de la journée, tu as choisi de faire ça, et puis on a vu les conséquences d'eux, un ajustement, ça pourrait être faire ça, ou il y a eu une dynamique de groupe qui s'est passée, ta, ta, ta. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous met dans un espace de réflexion partagée, euh, dans une perspective d'amélioration de contenu pour soi, pour l'équipe, pour l'organisation. Faire ça tout le temps, être capable de se l'offrir, de l'inviter, c'est vraiment extrêmement simple pour une organisation. Les gens, ils ont l'habitude de la rétroaction, ça vient du supérieur, puis c'est descendant. Nous, c'est en mode cercle, tout le monde se l'offre tout le temps. Et c'est parce que ce qu'on veut, c'est on veut être meilleur à ce qu'on fait. Et donc, si on est en train de se l'offrir tous, ben, on va tous être meilleurs en ce qu'on fait.
Il y a des personnalités quand même qui sont, tu sais, qui n'ont pas forcément fait de travail sur elles-mêmes, donc qui sont dans la justification, un peu dans leur peur, enfin, tu vois de ce dont je parle, qui peuvent mal réagir, qui peuvent vouloir, mais qui peuvent être voilà, tenus de ça. Comment vous gérez, alors vous appelez ça les chicaneries, j'adore le terme, mais aussi les dérives comportementales, les dérives d'attitude. euh, et les potentielles tensions qu'il peut y avoir. Comment vous gérez tout ça? Mais comme pour tout, on a une pratique avec des protocoles, hein. Ça prend des pratiques avec des protocoles parce que c'est pas en improvisant chaque fois que on va faire ça. Fait que chez nous, on a une pratique qui s'appelle le cercle de parole. J'ai écrit là-dessus. Vous pouvez chercher cercle de parole, percola, vous allez trouver le protocole qui est là. Et dans ce protocole-là, l'idée, c'est qu'on mette une question au centre et la question touche la tension, la situation qui passe, mais ils mettent le doigt là-dessus. Il ne va pas l'éviter. Donc, la question, on souhaite qu'elle soit courageuse par rapport à ce qui se passe. On souhaite qu'elle soit inclusive pour que tout le monde qui fasse partie du cercle puisse se sentir connexion. Et cette question doit nous élever, doit nous énergiser. Ça peut pas juste être comme un truc qui est blâme et critique dans la question. Et les gens qui sont comme connectés à cette question sont invités en cercle. On fait un check-in. On commence avec comment cette question atterrit en moi. Donc, j'ai la question, j'adore la question. La question est bonne, mais ce mot-là m'énerve, nanana. On fait un moment juste pour s'entendre là-dessus. Puis ensuite, on ralentit. Donc, on peut prendre un élément pour ralentir la conversation comme un objet de parole qui fait qu'on le tient. Ça nous aide souvent à avoir une meilleure écoute collective, de ne pas s'interrompre les uns les autres. Je le prends, puis je dis ce qui est vivant en moi par rapport à cette question et je passe au suivant. Donc, ce n'est pas une conversation, c'est un moment d'écoute en profondeur. Puis, finalement, ce que ça nous fait, ça nous aide à creuser cette question-là ensemble pour vraiment aller en profondeur en dessous. Puis, ça nous aide à la comprendre dans toute la diversité des perspectives, des apports, puis d'avoir plus d'espace par rapport à la chose. Mais donc, on a cette pratique-là qui est une pratique proactive de base par rapport à des situations qui arrivent. Pour moi, les cercles de parole, s'il n'y a pas de cercle de parole ou l'équivalent dans une organisation, on va perdre tellement de temps sur des éléments relationnels, des frictions de tous les jours. Ça va être là, c'est dans les organisations, c'est dans les équipes. C'est bien si on est capable de reconnaître, ça fait partie de la richesse de la diversité humaine, avec des contraintes dans une organisation. Tout ça, ça crée des conditions pour les tensions, veut pas. Euh, ou des éléments qui doivent être abordés. Donc, nous, c'est ça, le cercle de parole, c'est la base. On a aussi cette chicanerie qui est pleine d'autres pratiques de culture, je dirais, pour approfondir la qualité relationnelle les uns et les autres. On peut faire un graphique. Le plus que la qualité relationnelle est solide dans une équipe, le plus qu'on est capable de passer à travers une crise, difficulté, on est vraiment être capable, on a cette capacité parce qu'on a la confiance les uns dans les autres, puis on se voit humainement. Donc, prendre soin des relations, c'est aussi prendre soin de la performance, prendre soin du travail, ça prend soin des opérations. En ce moment, dans le triangle, on pense que c'est comme on va aller manger ensemble à midi, hein? Puis c'est prendre soin des relations. Mais une cercle de parole, c'est vraiment une façon de prendre soin des relations. Très bien. Ça peut paraître un peu angélique pour certains, tout ça, parce que c'est beaucoup basé sur la communication non violente, sur le respect de l'autre, et ça doit être, enfin, je m'imagine certaines personnes écoutant ça, comme le voyant un peu comme le monde des bisounours, en disant, mais ça marcherait pas chez nous. Qu'est-ce qu'il faut comme, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas?
Ben, il faut le pratiquer plusieurs fois avant de porter un jugement. En général, c'est parce qu'on n'a pas eu de vécu expérientiel qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ben, Hmm. c'est pour ça qu'on garde les places ouvertes dans nos rencontres. Ça aide les gens de le vivre, l'expérience, et faire comme, oui, ça, on peut faire chez nous. Fait qu'on s'imagine toutes sortes de choses, mais en fait, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement sain, c'est basé sur des choses qu'on fait à l'extérieur du travail. On sait que quand il y a des tensions, on a besoin de trouver des manières avec un respect mutuel pour aborder des tensions. Mais dans le milieu du travail, la hiérarchie puis l'aspect vertical vient complexifier tout ça. Mais une tension est une tension. On a besoin d'avoir des façons constructives et respectueuses pour les aborder. Si on n'a pas de protocole, on ne peut pas dire, ah, on a besoin d'un cercle là-dessus. On est juste là à comme patauger, puis on ne sait pas comment aborder ça. Fait que ça spinne. Puis les gens en parlent, il y a des conversations d'à côté. Une situation qui était un petit problème devient un plus gros problème, puis occupe le temps, l'espace, il distrait du travail à faire. Fait qu'avoir des pratiques avec des protocoles simples, puis de les inviter régulièrement de façon proactive, ça garde un climat du travail euh, bien. Ça ne veut pas dire, c'est au contraire de bisounours. C'est vraiment, on parle des affaires qui sont difficiles. Il y a énormément de courage là-dedans. Et la structure de protocole, c'est surprenant. On a un protocole, on le suit. Hmm. Même chose pour les prises de décision, hein, c'est ça Je vais aussi. rebondir sur cette idée d'expérimentation et de protocole, parce que je vois ce que tu veux dire, il faut le vivre, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça, il faut l'expérimenter. Comment, voilà, je suis un dirigeant, un CEO d'une boîte, je sais pas moi, d'une cinquantaine de personnes, et je me dis, tiens, j'ai écouté Samantha, alors là, je suis complètement convaincu, c'est ça que je veux pour mon organisation. Comment ça va se passer? Comment vous venez et vous avez une période d'observation chez vos clients, des pratiques en cours, de la culture actuelle? Est-ce que c'est de la formation? Comment vous intervenez chez vos clients? Ben, ça dépend, c'est comme toujours, c'est toujours contextuel, hein? Donc, des fois, je peux te donner un exemple d'un client qu'on travaille avec. On a soutenu ce client à travailler avec son écosystème, hein. Donc, lui voulait faire la co-création dans la complexité avec tous ses partenaires et collaborateurs. Il nous a interpellés pour le faire. Puis quand il a fini de voir comment on a pu arriver au résultat avec toute la complexité qui est dedans, avec des partenaires qui étaient traditionnellement en conflit ensemble, mais arrivé au résultat qui étaient des résultats courageux même pour la suite. Le client fait comme, ah, peut-être ce serait intéressant que on fonctionne comme ça à l'interne chez nous. Peut-être qu'on pourrait avoir un peu ce que vous venez de mener avec nos collaborateurs. Peut-être que nous aussi, on pourrait faire comme ça. Donc, des fois, on arrive comme ça. Des fois, c'est même pas la conscience que nous, on veut changer. C'est on a un défi complexe avec des gens qui veulent pas collaborer, puis on a besoin de faire collaborer, on ne sait pas comment, puis on invite ta collab pour aider ces collaborations complexes. Avec l'étonnement de réussite, là, on se pose des questions que, oh, peut-être c'est possible aussi pour nous à l'interne. Ça, c'est un chemin qui arrive. Il y en a d'autres qui arrivent déjà avec la conscience que, ah, il y a des choses qu'on veut changer, on a essayé plein de choses, mais euh, c'est comme si en essayant des choses, ça n'a pas l'air de marcher, on est juste en train de répéter, avoir la confusion, perdre du temps et tout ça. Donc, on nous invite pour dire, ben, on est sur notre chemin, mais ça marche pas. Est-ce que tu peux venir nous aider? Je vais trouver souvent les mêmes choses. Les gens pensent que horizontal, c'est tout le monde fait, tous ensemble. Les gens, ils pensent bisounours, en fait, beaucoup plus que c'est extrêmement structuré.
C'est beaucoup plus structuré qu'on le pense. Fait que quand les gens ils se lancent à faire essayer de faire ça sans structure, ben ça crée toutes sortes de problèmes. Et donc on fait appel à nous pour venir les aider à mieux structurer puis mieux stabiliser un élan qu'ils ont eu qui vit un peu difficile. Ça fait partie, Ça oui. c'est deux exemples. D'accord. Ça fait partie des choses que j'ai vues qui ne fonctionnaient pas, c'est de vouloir passer du tout vertical au tout horizontal. Ah Euh, oui. où tout le monde décide de tout pour tout, et ça fonctionne pas non plus. Ou alors de partir de quelque chose j'allais dire, de radical en termes de transformation. Euh, et ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous dites pratique après pratique, quoi. On Oui, oui. l'incorpore petit à petit, on part de l'existant, et puis il y a des choses à travers les réunions, à travers la manière dont on fait un feedback, etc., qui viennent structurer un petit peu la culture, quoi, la modifier. Mais une culture, ça se brise pas, ça se fait évoluer, j'ai l'impression, quoi. Mais tôt ou tard, on va arriver à la prise de décision, qui est vraiment toute une zone de frustration et difficulté dans les équipes. Puis ce que moi je fais, c'est que je aide une organisation à mettre à plat son système de prise de décision. En général, les gens, ils peuvent même pas l'articuler, leur système de prise de décision. Puis quand on peut pas l'articuler, ce que ça veut dire en général, c'est que ceux qui ont le pouvoir de titre, ben, ils prennent des décisions. Mais eux, ils vont décider, je vais le prendre avec des gens dans le couloir, avec des espaces là. Donc, les gens ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas comment ça se passe, ils ne savent pas comment s'intégrer là-dedans. Fait que ça crée beaucoup, beaucoup de tension et source de frustration. Donc, venir mettre à plat le système de prise de décision. Donc, pour le faire, mettre à plat ce qui existe, puis peut-être l'aider à voir qu'il y a des méthodes, de s'assurer que les gens connaissent toutes les méthodes de prise de décision, puis peuvent peut-être jouer avec plus de conscience, plus d'aisance, à avoir une méthode pour telle situation qui fait sens. Donc, formaliser le système de prise de décision, c'est primordial dans les organisations pour que ça soit productif. Moi, je suis pas attachée au système qu'on va avoir. C'est sûr que je vais toujours aider les organisations à découvrir la prise de décision par consentement parce que c'est Alors, on va les nommer soutenu. parce que les auditeurs auditrices, tu as mentionné plusieurs fois ce qu'était la décision par consentement. Alors, j'ai volontairement choisi de garder ce thème de la prise de décision pour la fin parce que c'est un gros pavé et c'est un pavé assez central Ouais, finalement de la culture horizontale. Et la deuxième raison, c'est que tu as déjà fait un épisode de podcast le lundi au soleil où tu ouais. parles spécifiquement, ou en tout cas tu développes amplement cette notion de prise de décision. Donc, je renvoie vers mon confrère pour cet épisode. Mais il y a 5 niveaux. Enfin, en tout cas, vous avez déterminé, vous, chez vous, 5 niveaux de décision. La décision autocratique, c'est-à-dire je décide pour moi-même, par moi-même. Et comme tu dis, ça fait partie de la nature humaine. On prend des décisions seuls pour nous-mêmes tout le temps, comment je vais m'habiller, par quel chemin je vais au boulot. Ce sont finalement des décisions autocratiques. Euh, la décision démocratique à vote majoritaire, bon, ça, on comprend bien. La décision avec conseil, donc avec une consultation. La décision, et là, c'est un petit peu plus technique, nous, on n'est pas habitué, mais la décision par consentement, donc c'est tout le monde, c'est peut-être pas la décision parfaite, mais en tout cas, je m'engage avec ça. Tout le monde est feu vert par rapport à ça. Et la décision par consensus, on dit qu'on peut vivre avec. Il peut y avoir des feux orange, personne n'est contre, c'est le contraire. Oui, c'est le C'est contraire. le contraire. Je Fait viens que de consensus, c'est que m'apercevoir tout en le le monde est d'accord. disant. Oui. Et consentement, personne n'est contre. Exactement, pardon. Consensus, je redis. Consensus, tout le monde est feu vert. Consentement, personne n'est contre. Voilà. Voilà. Oui, donc ça, c'est essentiel. Ma question par rapport à ça, c'était qui décide, comment on décide? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a justement un choix qui est fait de telle décision? Je ne sais pas, moi, par exemple, une boîte veut refaire, c'est un exemple que j'ai dans une association qui s'appelle la Mona, que je salue au passage. Ils devaient refaire leur charte de communication. Donc, il y a plusieurs choix. Ça peut être l'expert, ça peut être la personne qui est la plus qualifiée en communication qui peut euh, juste consulter l'équipe, ou alors il peut y avoir, en disant non, c'est notre identité,
Ça nous concerne tous, on veut tous signer la charte, quoi, le nouveau logo, etc., etc. Et là, qui décide? Est-ce que c'est la personne qui est responsable de la communication qui dit, bah non, moi je vais juste venir vous consulter et c'est moi qui prendrai la décision parce que j'ai l'expertise, ou voilà, comment ça se passe dans ce type de cas? Si vous avez votre modèle décisionnel est connu par tous, la réponse sera là. C'est pour ça que je dis, on l'a pas, ce modèle décisionnel n'est pas connu. Chez nous, par exemple, parce que je peux prendre ce cas est réel pour beaucoup d'organisations, le charte graphique, c'est quelque chose c'est vraiment la marque, donc ça touche le cœur de l'organisation. Donc, dès que ça va toucher tout le monde de l'organisation, donc c'est quand même quelque chose où on voudrait que les gens soient invités minimalement à être consultés pour ça. Hein? Et donc, dans cette consultation, on veut juste voir si on veut que les gens soient entendus par rapport à ce qu'ils ont à dire. Donc, on peut dire ben, dans une organisation que c'est la personne qui a le rôle, son expertise, donc de consulter les gens et prendre la décision finale. Si on a euh, une culture établie par consentement, de décision par consentement, il se peut que ça soit aussi faisable, mais je ne le suggérerais pas s'il n'y a pas la culture bien établie. Parce que, par exemple, par chez nous, on va juste dire, est-ce que quelqu'un voit quelque chose qui est un danger pour l'organisation si on va avec la proposition que la personne qui a l'expertise emmène? Puis les gens, ils vont juste faire comme, ben non, c'est toi qui as l'expertise, ben non, ben non, ben non. Je me suis déjà exprimé comment cette couleur, la machine, j'ai une histoire perso avec le violet. Ça m'appartient, c'est mon truc perso, puis je ne vais pas imposer ça sur l'organisation. Donc, dans une culture où les gens ont une capacité à départager leurs préférences personnelles avec le bien de l'organisation d'avancer, on peut l'emmener dans le consentement. Mais si c'est pas là, je ferai juste par conseil. Hmm. Et si on fait pas, dès qu'on a une décision qui touche tout le monde, puis on n'a pas d'espace de consultation, sachez que ça peut générer des difficultés. Um, Puis, au même temps, les gens, ils vont me dire, mais on n'a pas un moment pour tout le monde de consulter. On ne veut pas que tout le monde le fasse. Puis, il y a un truc à déconstruire. Les gens, ils pensent que inviter les gens dans une consultation, ils pensent que tout le monde va venir. Non, les gens souhaitent être invités et ensuite pouvoir dire, ben non, je vais le faire, je ne vais pas le faire, mais que on souhaitait connaître mon avis. Je me sens maintenant incluse. Hein? Et ça, ça fait toute la différence. Et on peut dire, ben, on va faire une réunion tel jour, puis de l'espace pour 10 personnes qui vont venir et on veut une diversité, puis on va consulter. Tu sais, de la façon de consulter, il y a tellement de choses à faire, mais pensez à la consultation comme une manière de reconnaître l'autre. Très bien, ça me va bien comme, comme réponse. J'avais quelques questions un petit peu, j'allais dire, d'ordre plus technique. Est-ce qu'il y a une taille maximale pour que ça fonctionne? Parce que j'aime bien cette idée de petite unité quand même, où on travaille en équipe. Ce que je vois dans les organisations, c'est que les équipes sont de plus en plus larges, ont des modalités non pas que hiérarchiques, mais structurelles aussi multiples, c'est-à-dire que je vais travailler avec tel groupe, mais je rapporte à telle personne, et puis je suis relié logistiquement à cette personne, etc., etc. Et donc ça amène beaucoup de complexité. Les équipes changent souvent. On n'a plus forcément... il y a beaucoup de réorganisation dans les équipes. Donc voilà, en termes de taille, le travail à distance, bien sûr, aussi, joue beaucoup parce que parfois, j'entends dans des structures qui n'ont pas forcément le luxe budgétaire d'aller rencontrer leurs collègues, donc on ne s'est jamais vu physiquement. Quelles sont les limites? Est-ce que c'est juste un contexte auquel on doit s'adapter, une contrainte supplémentaire, ou est-ce qu'il y a vraiment des, des, des- des contextes qui ne sont pas du tout propices à cette culture horizontale?
Moi, je reviens aux visions du monde et je reviens au fait qu'il y a des milliers de façons de s'organiser selon cette vision du monde plus circulaire. Hein. Il n'y a pas une façon de faire, il y a des milliers et on ne les a même pas tous découverts encore. Donc, on a des exemples déjà des grandes entreprises avec des milliers d'employés qui fonctionnent avec une, euh, une paradigme plus horizontale. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut, avec chaque contexte différent, trouver une forme différente de cette vision du monde. Hmm. Et l'élément que j'aime beaucoup dans mais le petite équipe, c'est intéressant, c'est que ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a un soin relationnel. On ne peut pas avoir des relations de qualité avec 30 000 employés. Tout à fait. Mais on peut avoir 30 000 employés puis s'organiser d'une façon qu'il y ait des petites équipes qui ont une qualité relationnelle avec une culture partagée. De toute façon, chaque organisation, peu importe sa taille, à une culture. Je veux pas. Cette culture est issue d'une façon de voir le monde. Donc, soit qu'elle vient de cette façon dominante, soit elle vient de cette façon de voir le monde en façon holistique, égalitaire, relationnelle, collective. Puis, il y a des milliers de façons de s'organiser autour de ça. Hmm. Quel Ça ne exemple veut tu pas dire que disais- tout le monde c'est plat ou tout le monde c'est égal. C'est très riche et différent. quel exemple de grosses structures tu connais qui sont particulièrement inspirantes que l'on pourrait Mais consulter? si des gens ont besoin d'être rassurés sur ce point-là, je vous invite à lire le livre à réinventer les organisations de Frédéric Laloux, que lui, il a fait vraiment un travail de recherche de fond en comble pour pouvoir aller investiguer et documenter des organisations de taille qui fonctionnent à partir de cette façon de faire-là. Et Excellent. si vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là, allez lire ce livre-là. Moi, mon travail, il prend à partir du moment on imagine que c'est possible et on veut commencer à essayer des choses. Et moi, ce que je dis, c'est que ces 7 leviers sont des 7 leviers simples, accessibles à toute personne, à toute équipe, peu importe l'industrie, le milieu, la géographie. C'est vraiment accessible à tous. Très bien. Ça me va bien. On a fait un bon petit tour déjà. Et puis merci pour la réinspiration de Frédéric Laloux qui est à lire et à relire. Je sais que je l'ai deux fois dans ma bibliothèque, pas celle qui est derrière moi, mais dans le salon. Et ça fait un moment que je l'ai pas lu. Donc je le remets sur ma to read list parce que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Ouais. Euh, question de l'œuf ou la poule? Question l'œuf ou la poule. J'ai bien compris hein, ton raisonnement de dire que c'était un mode de pensée et j'aime bien l'idée aussi que ça s'appuie sur des protocoles et des choses structurées. Est-ce que c'est la structure, donc question à fou la poule, tu me vois venir, est-ce que c'est en mettant en place des structures qu'on donne, qu'on provoque les bonnes attitudes et les bons réflexes, ou est-ce que c'est en recrutant les bonnes personnes qui ont les bonnes intentions que l'on peut mettre en place de bons protocoles et de bonnes structures? Ben, déjà, si on a une intention qui est sensée, avec laquelle les gens se connectent, moi, les gens, ils pensaient souvent que pour créer une organisation horizontale, il faut changer la structure. Oui, à un moment donné, la structure va se changer, mais il ne faut pas commencer par la structure. On peut commencer par les microstructures qui sont des protocoles de pratique. Donc, comment on donne la rétroaction, comment on prend des décisions, comment on gère une réunion. Donc, ce sont des microstructures qui vont aider les gens à trouver leur aisance, puis trouver aussi les façons de faire selon le contexte spécifique de l'organisation. Ce qui fait qu'à un moment donné, la structure différente va devenir apparente. On va commencer à la voir. Fait que de dire qu'on est ici, puis on va juste sauter vers une autre structure qu'on imagine intellectuellement,
c'est dangereux et je l'ai vu les gens le faire, c'est dangereux. Mhm. Deux, mettre en place quelques éléments de base de prise de décision, de réunion, de relation, de transparence. Ça crée des bases sur lesquelles les gens y trouvent leur aisance. C'est pas trop stressant, c'est pas trop un gros changement. Et en même temps, ça nous aide à comme euh, à être dans cet espace plus de conscience, de vision du monde, de dire, ah, c'est vrai, j'étais, je suis contre ce truc-là, mais j'étais à l'aise avec ça, mais c'est contre mes valeurs. Non, 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 non. Donc, il y a une complexité interne que les gens, il faut qu'ils passent à travers. Ça donne un espace pour ça. Puis, après un certain temps, les modifications dans la structure, ils vont devenir évidents. Et c'est sûr qu'à la longue, il y aura des ajustements dans la structure. Bon, moi, ce que je retiens, c'est bah, l'importance des sept leviers, mais d'autant plus de l'intention et de l'autonomie, que tout repose sur notre vision du monde, que l'on soit le CEO de la boîte comme qu'on soit un salarié sans autorité hiérarchique, ça part de nous. Euh, que voilà, l'intention, c'est pas simplement la raison d'être, ce seront ces microcosmes dont tu parles. Donc, quelque part, on peut tous agir à notre niveau. L'océan est fait de gouttes d'eau, et on n'est Oui. qu'une goutte d'eau dans l'océan. Euh, je retiens, oui, qu'on peut. Non, je voulais dire autre chose, pardon. Euh, voilà, que c'est un mode de pensée qui s'appuie sur notre vision du monde et que quelque part, rejoindre une entreprise ou essayer d'insuffler une entreprise avec une culture horizontale, bah, c'est essayer de faire vivre notre vision du monde. C'est ce que je vois comme étant le leadership. C'est pour ça que je t'ai contacté aussi, parce que il semblait y avoir, et c'est confirmé, cette vision en commun que le leadership, c'est pas un rôle, c'est pas une fonction, c'est pas un rang hiérarchique, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. D'ailleurs, tu m'as confié, et si tu n'es pas à l'aise pour en parler, ça me va bien, mais que tu avais vécu au Nicaragua une expérience personnelle qui avait aussi forgé un petit peu, enfin même beaucoup, ta vision du leadership. Qu'est-ce que c'est pour toi le leadership? Oui, je suis heureuse d'en parler aujourd'hui. Euh, mais c'est sûr que chacun de nous, on navigue avec une compréhension de qu'est-ce que c'est le leadership, hein. Ce mot-là est chargé, hein, pour chacun de nous. Et moi, Euh, ma définition de ce que c'est leadership, ça vient d'un moment difficile que j'ai vécu quand j'étais dans un voyage en Amérique centrale. Et dans cette histoire, c'est moi, je fais comme on fait quand on voyage. On va aller dans un hôtel, puis on va prendre une chambre dans l'hôtel. Et cette fois-là, quand j'ai pris ma chambre dans l'hôtel, on m'a poussé dans la chambre, on a barré la porte et j'ai compris que j'étais prisonnière tout d'un coup. Mais c'était très vite, ça s'est passé, j'ai pas vu venir, là. Et tout d'un coup, j'étais sur un marché où on essayait de me vendre pour devenir une espèce de femme esclavage. Euh, Puis, on avait différentes personnes qui passaient pour voir la marchandise, en l'occurrence moi, pour décider s'ils voulaient vendre et négocier un prix. Donc, quand je parle dans la triangle, l'idée de leader en haut, quelqu'un qui voit non seulement la nature en mode transactionnel, mais qui voit les humains en mode transactionnel, ben, il y avait eu ce moment-là où je voyais comme la fin de non seulement mon autonomie, mais de ma liberté carrément. Et dans cette chambre d'hôtel-là, il y avait un jeune garçon d'à peu près 11 ans qui était comme celui qui faisait des tâches. Là, on l'envoyait faire des tâches. Fait qu'à un moment donné, on avait le vendeur potentiel. Il voulait tester la marchandise. Je ne veux pas en dire plus. Vous savez ce que ça veut dire. Et tout le monde devait liquider la pièce pour que ça se passe. Et ce garçon-là
11 ans, hein, tout max qu'il avait. Il m'a regardé la poignée d'une porte. M'a regardé la poignée de porte, et j'ai compris qu'il allait pas barrer la porte, de façon intentionnelle, il m'allait me sauver. Et j'ai pris vraiment ces 20, 15, 10, je ne sais pas combien de secondes j'avais. J'ai pris mon sac puis je me suis sauvée. Et j'ai regagné la liberté. Et quand je pense au leadership, je pense à ce garçon-là. Parce que c'est courage qu'il avait. Donc, c'était pas pour lui, il le faisait. L'intention, c'était comme la liberté d'un être humain. C'est ça qui le guidait dans son action. Il n'était pas pour qu'est-ce que ça allait lui donner. À la limite, il mettait sa propre vie en risque en faisant ça. Je ne vais jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé au garçon-là, mais il a pas hésité. Il a pris sur lui-même cet élan sensé dans un moment. Euh, c'est ça pour moi, le leadership. C'est quand je parle à des gens, on a toutes sortes d'idées de leadership, mais moi, c'est juste cet élan sensé avec cœur et humanisme. C'est ça, le leadership pour moi. Bah, merci de ce témoignage et de ce partage. C'est vrai que je pense que c'est une notion à conscientiser. Qu'est-ce que c'est pour moi le leadership? Que chacun ait sa définition consciente. Et j'aime bien aussi l'idée d'avoir des rôles modèles. Ça ne veut pas dire des personnes que l'on va faire comme ces personnes-là, mais des personnes qui nous inspirent dans notre mode de leadership qui est encore une fois euh, voilà, un état d'esprit plutôt qu'une fonction ou qu'un rôle. Merci pour tous ces partages. On a passé déjà bien une heure ensemble, donc je te propose qu'on conclue gentiment, qu'on atterrisse en douceur, peut-être un petit check-out à la fin. Juste avant, j'ai une question, deux questions rituelles. Euh, Tu nous as déjà donné Frédéric Laloux, et on a parlé de ton livre, bien sûr, Leadership horizontal. Euh, Trois inspirations qui ne sont pas forcément des livres, qui peuvent être des documentaires, des lieux, une musique, mais quelque chose qui t'a aidé à développer l'attitude capitaine ou qui t'a inspiré dans ta vie et que tu nous recommandes de voir, de regarder ou de lire, ou d'écouter. C'est là où vous allez voir ma couleur d'anthropologie culturelle qui va sortir. Parce que anthropologie culturelle, pour moi, c'est qu'on peut s'organiser de la façon, de différentes façons. On n'est pas pris dans la façon qu'on est organisé maintenant. Il y a différentes façons. Donc, moi, c'est à la fois les femmes autochtones que je connais qui m'inspirent tellement dans leur façon d'incarner le leadership horizontal au service de, d'autres humains, de la Terre, d'une pensée holistique, une façon de marcher dans ce monde. euh, Avec en toute apparence beaucoup d'humilité, mais ce sont des guerrières souvent invisibles que je vois. Je peux nommer plein de femmes qui m'inspirent sur mon chemin, que ce soit Erika Koskela et April Charlo sur la réserve Salish, Montana, aux États-Unis, que ce soit Nicole Smead en Australie, que ce soit des femmes ici au Québec, que ce soit Innu, Haudenosaunee, Mi'kmaq. C'est tellement ces femmes-là qui sont de l'inspiration. Puis si je prends quelques livres de Premières Nations Inuit, il y en a une ou deux que je conseillerais vraiment, que je vais, euh, pour provoquer mes réflexions sans cesse, hein. Tyson Yunkaporta, c'est un auteur australien. Je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit Sandtalks, il a écrit Right Story, Wrong Story. Vraiment une réflexion euh, extraordinaire. Il, lui, a un laboratoire de recherche à l'université, mais à partir de la pensée autochtone pour nous aider dans le futur de l'humanité à quelque part. Il est drôle, sa façon de lire, il est humain, il est intime, puis aussi extrêmement puissant dans ses idées. Donc, Tyson Yunkaporta. L'autre plus proche ici au Canada, c'est Richard Wagamis, qui est, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est la pratique,
Ben, Lee Richard Wagamese, c'est vraiment un auteur canadien autochtone fabuleux. Puis aussi Four Arrows, qui est quelqu'un qui a tellement de façons de penser, de simple, d'expliquer la pensée autochtone, qui est vraiment ce cercle dont on parle. Lui, il y a oui, une façon d'écrire et parler autour de ça. Il a des outils qui sont en ligne qu'on peut prendre. Mais moi, c'est vraiment ça mes sources d'inspiration parce que ces cultures autochtones à travers la planète ont à la base un savoir-faire en vivre ensemble entre humains puis avec la nature et ont quand même eu la résilience pour passer à travers tout le lot d'attaques, de colonialisme, de vol de leurs terres, de leurs enfants et tout, et sont encore là à pratiquer le vivre ensemble. Il y a quelque chose à apprendre. Merci pour ces partages. Il me restera une question qui est ma question récurrente, mais sur laquelle je te laisserai conclure puisque ce sera notre mot de la fin. C'est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Mais avant, je voulais bah, te remercier. Et puis, je vais te laisser faire le petit check-out. Tiens, avant de la conclusion, je te laisse l'initiative du check-out. Comment on pourrait faire un petit check-out pour cet épisode? Donc, comme check-out, qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Quel est un moment de ce on vient de vivre ensemble qui, euh, qui nous a touchés? Ben, moi, c'est ton partage parce que je me suis mis ton partage de ce qui s'est passé en Amérique centrale parce que ça a activé, parce que je m'y suis vu, ou en tout cas je t'ai vu dans cette scène-là et je me suis imaginé ta détresse, voilà, ton désarroi, ta solitude à ce moment-là. Et j'ai aussi voyagé un peu dans la tête de ce gamin de 11 ans. Et ça m'a touché quand tu m'as dit, je ne sais pas ce qu'il en est devenu après, parce que ça m'a renvoyé à cette notion de courage où je me dis que j'aimerais parfois être plus courageux, prendre peut-être plus de risques parce que pour les choses qui me tiennent à cœur. Et ça me touche toujours quand voilà, des personnes, au risque parfois de leur santé, voire de plus, prennent ces risques-là pour l'autre. Je trouve que c'est dans l'altérité que se cache l'humanité et je trouve que c'est une vraie belle leçon. Donc moi, c'est définitivement le passage qui m'a le plus marqué. Pour ma part, c'est le moment que tu as comme en douceur, hein, m'a proposé peut-être de parler de ça. Tu le savais qu'il y a eu cette histoire-là, mais tu l'as pas forcé. Tu as cherché mon consentement et mon aisance pour en parler. Et ça m'a touché, ce petit soin-là. Donc, j'ai senti une bienveillance de ta part de le faire comme ça. Donc, je t'en remercie. Eh bien, merci à toi, Samantha, pour tout ce partage, super inspirant. Euh, J'allais dire de manière beaucoup plus pragmatique que vous avez avec Percolab un grand marché devant vous, un grand marché commercial devant vous, parce que toutes ces pratiques, on en a besoin et c'est loin d'être encore la norme. Donc, c'est hyper nourrissant de voir que ça existe, que plein d'autres modèles existent et sont à inventer. Je rappelle évidemment qu'on peut retrouver des articles, une boutique avec une boîte à outils et puis aussi ton livre Leadership horizontal sur le site percolab, percolab.com. Et puis je voulais remercier bien sûr celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis jusqu'au bout. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de nous partager sur les réseaux comme à la machine à café et surtout de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Samantha, merci beaucoup. Je vais te laisser donc sur ce que moi j'appelle l'attitude capitaine et qui se démontre dans nos vies professionnelles et personnelles. Alors, je voulais te laisser le mot de la fin, pardon. Maintenant, ça y est, je suis ému. Le mot de la fin sur cette question, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie? Merci.
Je veux juste aussi dire que le livre, le leadership horizontal en anglais et en français, est distribué en France, Fnac et autres places. Vous n'avez pas besoin de passer par le site web de Percolab. Et aussi qu'on a notre équipe Percolab au sud de la France aussi. Donc, qu'est-ce que c'est cette capitaine de sa vie? Je pense que je prends inspiration de mes amis Premières Nations et Inuits quand je parle de ça. C'est marcher de l'avant euh, euh, en prenant soin de soi-même, les autres et toutes nos relations, même au-delà des humains. Et ça, c'est avec courage et inspiré par l'amour. Et hier, Richard Waganis, dans une petite page que je lisais hier, il demande à la vieille dame, il dit, comment je sais si c'est sur le bon chemin? Elle dit, ben, tu choisis quelque chose et tu fais. Puis il dit, si c'est la mauvaise chose que je fais, elle dit, ben, tu choisiras d'autres choses. Ben, il dit, ben, comment je peux savoir que je suis sur le bon chemin? Alors, elle dit, ben, c'est parce que si tu sais que les choix que tu fais sont pris à partir de l'amour, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et ça vient me toucher par rapport à ça. Merci Samantha Slade. Merci. Cut. Ah, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. I am the captain of my soul.